Eh bien, bonjour, donc, mon nom est Séverine Kirchner, je suis directrice adjointe d'une direction qui s'appelle Santé Confort au Centre scientifique et technique du bâtiment. Je suis coordinatrice scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, donc pour parler de présentation. Je suis aussi vice-présidente du comité d'experts spécialisés à l'ANSES, donc l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et j'anime, enfin je suis présidente d'un conseil scientifique qui anime des programmes de recherche sur l'air aussi. L'air interconfondu, depuis la pollution longue distance jusqu'au bâtiment. Donc là on va parler de la qualité de l'air dans les bâtiments. Donc, je ne sais pas si ça vous parle déjà, on va rentrer dans le sujet. En fait, je vais rentrer dans le sujet par vous, c'est-à-dire par nous, par la santé. La qualité de l'air, c'est une question de ce qu'on appelle la santé environnementale. C'est-à-dire l'impact de notre environnement proche, du coup, la qualité de l'air qu'on respire, sur notre santé. Et donc ce qui va m'intéresser dans toute cette présentation, c'est l'humain, c'est vraiment nous, et de voir comment l'air que l'on respire tout au long de notre vie peut avoir un impact sur notre santé, notre bien-être, notre confort, et comment, sur quel levier on va pouvoir agir. Alors l'espérance de vie à la naissance augmente, je crois que c'est 85 ans pour nous les femmes et un peu moins pour vous les hommes, 78 ans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le gain sur ces espérances de vie, pour une toute petite partie, c'est l'amélioration de la médecine. Donc c'est le soin. Et en fait, la plus grande partie, le plus grand gain qu'on a acquis pendant toutes les dernières années, c'était le progrès de l'hygiène et de la santé publique. Et ce qu'on voit aussi, c'est que on voit tout l'argent qu'on a mis justement dans les dépenses de santé, et on voit qu'on arrive au fait que finalement plus on va mettre de l'argent, moins, enfin on ne gagne plus rien en espérance de vie par rapport à l'argent qu'on va mettre aux soins. En fait, là où il faut vraiment agir, c'est la prévention. En France et dans beaucoup de pays, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en gros 4% du budget qui est donné à la prévention, c'est-à-dire aux travaux que je fais moi, c'est-à-dire sur finalement à quoi on est exposé, quels sont les liens entre ces substances et la santé des populations. Et tout le reste, c'est le soin. C'est le soin, c'est-à-dire diagnostiquer des maladies d'Alzheimer, des cancers, et faire des traitements plus précis pour toutes ces maladies chroniques. Alors effectivement, les maladies chroniques augmentent. Et elles vont monter d'autant plus qu'on va vivre de plus en plus longtemps, parce que tout l'enjeu, c'est pas de vieillir vieux, c'est de vieillir en bonne santé. C'est l'idée. C'est vrai que l'âge de la jeunesse augmente, mais bon, il y a quand même pas mal de maladies. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est comment on va agir sur l'environnement, sachant que notre santé, ça tient de facteurs génétiques. Alors on n'est absolument pas égaux vis-à-vis de notre santé. Des facteurs sociaux, on sait, de nombreuses études montrent, selon les niveaux socio-économiques, on n'a pas les mêmes chances de vivre plus longtemps et en bonne santé. Tous les facteurs d'aide alimentaire, alors là j'en parlerai pas, mais c'est des facteurs d'exposition et des facteurs de risque très très importants, comportementaux, par exemple le fait de fumer, et puis environnementaux. Alors ce sont des facteurs extrêmement importants qui vont non seulement agir sur notre santé, mais agir sur nos gènes. On parle, je ne sais pas si vous entendez parler, d'épigénétique, c'est-à-dire nos gènes, l'expression de nos gènes peut changer au contact de notre environnement. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va être le reflet de notre environnement. Et moi, ce qui m'intéresse ici, aujourd'hui, c'est l'air. C'est l'air qu'on respire donc, à l'extérieur et à l'intérieur. De fait, on va le voir, c'est un peu le même air. De fait, les enjeux, ils sont d'abord sanitaires, comme je vous le dis. Les liens qui ont été faits entre le fait de respirer de l'air chroniquement depuis que vous êtes né, en gros, peut amener à des effets sanitaires. Alors ça peut être des effets d'inconfort, l'air est sec, confiné, il y a la sensation d'odeur. L'odeur, c'est déjà une perception, c'est un effet. Il y a des symptômes non spécifiques, l'irritation de la peau, de la gorge, du nez, des maux de tête, de la fatigue, de la baisse de performance, et souvent qu'on regroupe dans ce qu'on appelle le sick building syndrome, syndrome des bâtiments malsains. Donc ça, c'est quand dans un bâtiment, et souvent des bâtiments tertiaires, il y a une sorte d'épidémie où un grand nombre de personnes vont ressortir ces symptômes-là, et dont les facteurs, les causes vont être d'origine multifactorielle. Et donc nous, on a extrêmement mal d'expliquer ces situations, mais qui font que dans certains bâtiments, il y a évacuation. C'est-à-dire qu'on ne sait plus expliquer pourquoi l'ensemble des populations, des petits noyaux de population se sent mal.
Donc ce sont des crises. Et puis après, il y a les maladies. Alors les maladies, elles ne sont pas toutes là, donc des rhinites allergiques, de l'asthme, des infections respiratoires, la légionellose, je peux vous en parler, des maladies cardiovasculaires, des maladies liées à la reproduction. Vous avez peut-être entendu parler des perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui vont perturber le rythme hormonal, et puis des cancers, voire des intoxications mortelles. En termes d'impact, c'est pas du tout négligeable, puisqu'on a plus de 28 000 nouveaux cas de pathologie chaque année en France et 20 000 décès. Et ça, c'était une étude qu'on a menée sur seulement 6 substances ou familles de substances. En Europe, des 26, donc un calcul a été fait, on perdait 2 millions d'années de vie en bonne santé, donc du fait de l'exposition à la pollution intérieure, et dont la moitié donc, venait de substances qui venaient de la combustion, de l'humidité, des émissions de produits de construction. Vous voyez, en termes d'impact sanitaire à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle d'une population, c'est une situation qui est loin d'être négligeable. Ça a aussi un impact sur la performance et la productivité. Alors on en parle moins, mais de plus en plus d'études sortent. Donc là, c'était une étude particulière qui a été présentée très récemment, donc un colloque sur l'air intérieur, où un panel de personnes qui dormaient dans une chambre ventilée ou non ventilée, et le lendemain il y avait des tests de performance, notamment des tests biologiques, et puis l'impression d'être en forme. Et on voit que le fait d'avoir dormi dans une pièce qui était bien ventilée donc avait un impact sur les tests biologiques. Il y a beaucoup d'études, et c'est notamment les Nordiques, les Danois qui font ça, qui montrent, qui font des expériences expérimentales où ils mettent des personnes dans des salles et ils changent la qualité de l'air et ils leur font faire des travaux d'attention, de lecture, et qui montrent que l'environnement, alors le confinement plus la pollution fait qu'on a des baisses de performance. Alors, c'est pas une affaire nouvelle. Hein. Alors moi, je vais vous parler d'un truc, finalement, l'air, l'impact de l'air sur la santé, comme on l'a vu au départ, c'est vraiment un vieux truc, ça date des théories hygiénistes donc, du 19e siècle, hein, où, comme on l'a vu, la bonne eau, de l'air frais, les égouts adaptés, et c'est comme ça qu'on a résolu une bonne partie des risques sanitaires pour les populations. Ça, vous ne l'avez sans doute pas vu, parce que vous êtes trop jeune, ou non plus c'est sûr. Il y avait ça dans les écoles, quoi. Et on voit que ça marche encore, en fait. On pourrait afficher ça, finalement, air confiné, air vicié, tenir vos fenêtres ouvertes le jour et entremettre la nuit, maison humide, maison malsaine, etc. Logement aéré bon, logement sans air très mauvais, voilà. Bon, alors on pourrait mettre à jour les photos, mettre ça sur un site internet. Mais de fait, les messages, ce que je vais vous raconter, c'est vrai que vous allez voir, c'est quand même beaucoup de bon sens. Et donc, si je refais un peu d'où c'est venu, cette science de l'air intérieur, à part, donc, là je laisse tomber le 19e siècle, mais plus récemment, donc c'est en fait toute la science et les chercheurs, la communauté de chercheurs en air intérieur, elle s'est créée dans les années 70. Donc, les années 70, c'est le premier choc pétrolier, où on a commencé à mettre en priorité la sobriété énergétique des bâtiments. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et à cette époque-là, je dirais pas que c'est presque la même chose aujourd'hui, mais on a vraiment fabriqué des bâtiments qui avaient comme principal objectif, disons, cette performance énergétique. Et puis, sans porter attention à tout le reste, et notamment au fait qu'il fallait encore renouveler l'air, il fallait faire attention aux produits qu'on mettait à l'intérieur, etc. Et c'est vrai que dans le même temps, il y a eu de nombreux matériaux de synthèse qui sont arrivés, qui sont vraiment aujourd'hui un flux de matériaux. Là, je ne parle pas seulement des matériaux de construction, de décoration, ce qui est masquant d'odeur, où on vous vante le bien-être, et les biocides, on vous incite pour votre bien-être, entre parenthèses, d'aller vers l'utilisation, l'achat et l'utilisation de ces produits. Par exemple, le produit, je ne citerai pas de marque, un produit très vendu en pharmacie qui vante des huiles essentielles et qui est censé vous protéger, émet des quantités de composés organiques volatiles qui sont sensibilisants et qui sont irritants pour les populations sensibles ou asthmatiques. Donc c'est vrai, c'est vendu en pharmacie. Donc vous voyez, on a vraiment ce flux de produits. Et en fait, les premières crises sanitaires qui sont apparues, elles ont commencé aux États-Unis. Alors cette science, elle a beaucoup démarré en Amérique du Nord et en Europe du Nord.
Donc la première, c'était la Légionnelle, c'était donc un colloque de légionnaires à Philadelphie qui s'est réuni, et il y a eu des pathologies, voire des décès, qui étaient liés, finalement, à force de chercher, on a trouvé, c'est une bactérie, on appelle maintenant la Légionnelle, une bactérie donc, qui était dans des réseaux de traitement d'air. Et donc c'est la première fois qu'on mettait en avant l'air, enfin ce qu'on pouvait respirer, et puis un impact sanitaire. La deuxième grande crise, c'était la crise avec le formaldéhyde dans les années 80, qui était liée à l'utilisation de mousse formol pour isoler des mobilhomes. Et là aussi, pour la première fois, des gens ont commencé à avoir des symptômes d'irritation assez violents et ont été mis en relation avec leur environnement proche, c'est-à-dire leur lieu de vie et les formaldéhydes. C'est assez intéressant parce que le formaldéhyde, vous verrez par la suite, c'est encore le polluant numéro 1, il y en a partout, on en trouve systématiquement, si je le mesure ici, je vais en trouver. C'est vraiment une substance encore très prégnante qui est un biocide et donc qui a commencé dans les années 80. Donc, vous voyez, c'est la première fois qu'il y avait ce lien. Et puis après, bon, il y a eu plein d'autres crises, donc dans les années 90, j'ai vu aux États-Unis à l'époque, et c'est vrai qu'il y a dans les journaux, on parlait de moquettes tueuses, et c'était parce que l'Agence de protection de l'environnement avait mis des moquettes dans un de ces bâtiments, et des personnes se plaignaient de la très mauvaise odeur et des premiers symptômes, et donc après on a retrouvé la substance en particulier d'un revêtement de sol. Nous, la crise la plus importante en air intérieur, si je puis dire, c'était l'amiante. Alors j'ai mis 95, mais de fait en 74, on savait déjà pas mal des choses, il y avait déjà d'ailleurs des interdictions de l'amiante dans les logements, mais la crise réelle et toute la réglementation amiante, elle est plutôt apparue là. Et là, ça a été aussi un peu l'électrochoc de se dire, tiens, que se passe-t-il? Est-ce qu'il faut peut-être aussi s'intéresser à l'air intérieur? Donc en fait, les communautés de chercheurs, elles se sont mobilisées là. Les premiers colloques sur l'air intérieur, alors que ça n'existait pas, c'était dans les années 75, je crois, le premier. Alors je vous ai mis aussi cette figure, c'est une étude très récente qui a été présentée en octobre dernier sur une équipe qui a essayé de suivre la couverture médiatique sur l'air intérieur, donc depuis les années 95 jusqu'à 2015. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous voyez, en France, sur différents médias, les grands médias, et ce qu'on voit, c'est que de 95 finalement à 2001, l'air intérieur, on n'en parlait pas tant que ça. Moi, je me souviens, quand on allait voir les ministères de la Santé, ils savaient qu'il y avait une histoire de monoxyde de carbone qui pouvait intoxiquer les gens, mais à part ça, il ne se passait pas grand-chose. Et en fait, tous les travaux, alors il y avait cette situation où on était quelques laboratoires, on se connaissait bien, on n'était pas très nombreux et on essayait de travailler, et moi en particulier, je travaillais beaucoup plus avec les collègues d'Europe du Nord et dans des projets européens sur ce sujet-là, parce qu'en France c'était un non-sujet, disons. Alors, 2001, création de l'observatoire et du réseau R5, donc l'observatoire, vous en parlerez tout à l'heure, mais c'est pour la première fois l'État, donc les différents ministères impliqués, la santé, l'écologie, le logement, et puis l'ADEME, décide de créer un observatoire de la qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire finalement, dites-nous ce que les populations respirent à l'échelle de parcs de bâtiments. Ça, c'est une image qu'on n'avait absolument pas. C'est-à-dire de savoir, à l'échelle du parc de logement, des écoles, des bureaux, quelles sont les substances qui sont présentes, quel est l'état des bâtiments, et combien de temps les gens passent à l'intérieur de ces bâtiments. Et donc ça, c'est vraiment, ça a vraiment structuré une communauté, puisque c'est basé sur un réseau d'acteurs. On a commencé à avoir de la statistique, on a commencé à avoir du résultat, et vous voyez que finalement, la qualité de l'air a commencé à émerger dans le domaine public à cette époque-là. Est apparu donc le Grenelle de l'environnement 2007 avec les différents plans nationaux santé-environnement, notamment en 2014 le plan spécifique sur la qualité de l'air intérieur. Et là on voit qu'on est arrivé aujourd'hui dans que les chercheurs là on va appeler la routinisation de l'information, c'est-à-dire que c'est un sujet que les gens connaissent plus ou moins, alors ça sort dans les différents journaux, chaque fois qu'il y a un petit événement, ou qu'on veut, c'est un peu un marronnier aussi sur le sujet. En tout cas c'est plutôt présent. Alors, on passe. Alors, pourquoi c'est important l'air intérieur? C'est parce qu'on y passe du temps. Alors, 80% de son temps. À votre avis, combien de temps vous passez en moyenne, par exemple, dans votre logement? Si vous dites un chiffre, soit en termes d'heures passées, 50%. Ouais. Vous êtes d'accord? Un peu plus. 60. Ouais, qui est mieux. Alors, à l'Observatoire, justement, on a mené une campagne nationale dans les logements
où on est allé donc, dans un échantillon représentatif, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort des communes en fonction du nombre de résidences principales. Dans chaque commune, on a tiré des sections cadastrales. Dans chaque section cadastrale, on a tiré une adresse. Si c'était un logement individuel, on a essayé de dire que c'est très bien qu'il participe à l'étude. Et si c'était un logement collectif, on a tiré au sort l'étage et le palier. Et si les gens disaient non, on retirait au sort dans la section cadastrale, etc. Et donc on avait un échantillon de 567 personnes qu'on a après pondéré pour représenter les 24 millions de résidences principales à l'époque, en 2004. Et en fait, vous voyez, on passe 67% de son temps dans son logement en moyenne, enfin, les Français. Les personnes, quand on pose la question combien de temps on passe, souvent les gens disent non, de toute façon, je suis pas souvent chez moi, puis on travaille, vous voyez, vous êtes ici. Mais en fait, on dort, et quand on dort, on respire encore, et quand on respire, c'est très important, en fait, on passe beaucoup de temps, et en fait, ce lieu-là, c'est finalement un des lieux principaux auxquels vous allez être exposé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille sur la qualité de l'air et les effets sanitaires, ce qui compte, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait présence de contaminants, mais c'est aussi le temps que vous allez passer en étant exposé à ce contaminant. C'est-à-dire, est-ce que vous allez finalement les respirer? Parce que s'il y avait, par exemple, de l'air extérieur où vous passez finalement 10-20% de votre temps, ça peut être des situations très concentrées. Mais si vous y passez que 1 heure par jour ou 2 heures par jour, finalement, c'est pas ça qui va affecter. L'air dans vos poumons, ce sera beaucoup d'air de votre logement. Bon, alors on va voir que c'est pas étanche entre les deux, l'extérieur et l'intérieur. L'exemple n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est non seulement la présence de substances, les niveaux, la nature, bien sûr, et puis après le temps. Donc vous avez ici donc, les résultats, et vous voyez que la chambre, 39% en moyenne donc, pour les Français, et finalement un endroit on a envie de choyer, c'est-à-dire que vous allez retourner ce soir, vous allez vous dire finalement comment est ma chambre, est-ce qu'elle est finalement suffisamment bien conçue pour que l'air que je respire le plus longtemps dans ma journée est acceptable. Alors, l'air intérieur, ça a aussi un coût pour la société. Donc ça, c'est une étude qu'on a menée donc, avec l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, et pour essayer d'estimer finalement combien ça coûte à la société. Alors, le coût de la mortalité, le coût de la qualité de vie, la perte de productivité, et puis le coût des soins, le coût de la recherche, et puis, en positif, les retraites non versées, c'est-à-dire si vous mourrez avant votre espérance de vie, ça fait un gain, donc on a compté les plus aussi. Et en fait, le coût pour la société, alors juste pour vous dire que finalement le coût des retraites non versées, c'est rien du tout par rapport au coût de la mortalité, c'est-à-dire la perte de la ressource humaine pour la société. C'est-à-dire perte des ressources, c'est beaucoup plus important en termes d'économie que des retraites non versées. Donc le coût total pour la France, c'était environ 20 milliards d'euros par an. Et parmi ces 20 milliards, alors là vous avez donc les substances sur lesquelles on va travailler, il n'y en a que 6. Hein, le benzène ça vient plutôt donc de l'air extérieur, le trichloroéthylène, donc lié un solvant, le radon qui vient donc du sol, hein, c'est un gaz naturel qui va rentrer dans les bâtiments et qui va s'intégrer dans les bâtiments et être responsable du cancer du poumon, le monoxyde de carbone, les particules qui viennent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et la fumée de tabac environnementale. Il faut savoir que dans les 20 milliards, il y en a 14 milliards qui viennent des particules et qui viendraient de la contamination extérieure. Donc vous voyez, quand je vous dis que ce n'est pas étanche, finalement, on est à l'intérieur et ce à quoi il faut se préoccuper de la qualité, on va le voir, de toutes les sources, y compris de celles qui viennent d'ailleurs. Alors évidemment, la question pour agir, c'est de connaître. Hein. C'est-à-dire que comment on va faire pour connaître et agir. Alors bon, là, je vous ai mis cette phrase hein, qui date de 1850. Donc, avant que la science ait découvert les effets pernicieux de l'air impur, c'était pas surprenant que les personnes ne ventilaient pas et tant qu'il n'y avait pas de plan pour la ventilation, tant qu'on n'avait pas mis en place des plans pour mettre en place une ventilation, on ne pouvait pas le faire tant qu'on ne connaissait pas la composition de l'atmosphère et qu'on l'avait bien définie. Ça, c'est vraiment de la panique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître dans quel monde on vit pour pouvoir agir. Alors, l'environnement intérieur, c'est un peu ça, c'est-à-dire, si je vous dis, expliquez-moi comment ça marche, je vous répondrai un truc un peu comme ça, on va le voir, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure. Et en fait, on va de A, amiante, à Z, zinc, hein, les métaux qu'on trouve dans les poussières, ça va de A à allergie en termes d'effets, à Z, je ne sais pas quoi, je n'ai pas encore trouvé. Mais enfin, vous voyez que c'est un univers quand même assez complexe, parce que la vie est complexe, hein.
Mais on va voir que c'est pas pour ça qu'il ne faut pas agir. Alors évidemment, la vie est complexe, et puis ce qu'on nous demande, c'est ça, c'est quoi? C'est mauvais, ce produit-là, cette moquette, ça va pas, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ça va, vous avez des sensibilisants dessus ou pas, et puis la ventilation, c'est les bons... quel est le bon débit? Est-ce que c'est le bon débit, pas le bon débit? Ça, c'est la question qui est souvent posée. Donc ça, c'est ça à quoi il faut répondre, mais on va le voir, la complexité, elle est quand même là. Alors, quelle pollution? Alors, à votre avis, par exemple, dans cette pièce, à quoi vous pensez comme polluant? Alors, la peinture, c'est une source. Enfin oui, après vous pouvez dire, voilà, les polluants, ils sont issus des peintures, donc c'est des composés organiques volatiles, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La moquette, donc pareil, ça va être des composés organiques volatiles. Le CO2. Le CO2 qu'on rejette. Le CO2, alors le CO2, c'est pas un polluant, donc il y a un avis de l'ANSES récemment pour justement voir s'il fallait faire une valeur guide pour le CO2 en termes sanitaires, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet sanitaire, mais à des concentrations extrêmement fortes, vraiment en confinement ou enfermé dans une chambre froide, là, sans renouvellement d'air. Mais sinon, c'est plutôt utilisé comme un traceur. Mais on va le voir que c'est un très très bon traceur du confinement, qui lui-même est lié à la présence de polluants. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À quoi vous pensez? Ah, formaldéhyde, oui, c'est ça, ouais. Formaldéhyde, alors là, il y en a effectivement partout, donc on en trouve dans les résines, les bois agglomérés, les moquettes, les beaux jours d'eau neuf, les bouffettes brûlées, de la bougie, de l'encens, il y aura du formaldéhyde, donc vous en avez partout. Sinon, encore, non? Les parfums, très très bien, ouais, effectivement, les parfums. Il faut savoir, et ça on le verra tout à l'heure, c'est qu'on est, on est environné, nous, de substances, notamment nos parfums. Ça, on le transporte avec nous, et quand on mesure chez les gens, on mesure la signature aussi de la présence humaine. Ouais. Quoi d'autre? Taux d'humidité trop élevé, ça peut... Alors l'humidité, c'est un facteur de risque. Donc l'humidité, justement, c'est lié à des choses qu'on oublie souvent. Vous avez du coup là, vous n'êtes pas encore sorti. C'est tout ce qui est la biocontamination, donc moisissure, très très lié. Donc la humidité dans les murs. Et puis la biocontamination derrière, bah, c'est aussi la présence humaine, c'est les virus. Les virus, le facteur source, c'est les humains. Et puis plus l'air est confiné et plus on est en proximité, plus on va se contaminer les uns les autres, les virus, les bactéries. Voilà, ça c'est dans le même. Donc voilà, là, je vous ai dit à peu près tout. C'est pas tout. Donc fumée de tabac, particules, radon, les aldéhydes, parce qu'il y a plusieurs aldéhydes, dont le formaldéhyde, les composés organiques volatiles, dont le benzène, mais là il y en a des centaines. Les composés organiques semi-volatiles, je vous ferai un petit focus là-dessus. Tout ce qui est métaux qu'on va retrouver dans l'air, enfin, dans les poussières surtout, le dioxyde d'azote issu de la combustion, les virus, les allergènes, on n'en a pas parlé, chat, chien, acariens, les blattes, on va retrouver, les moisissures, les bactéries. Et là, j'ai continué avec les facteurs physiques, parce que pour moi, plus je travaille dans ces domaines-là, plus je considère que l'environnement doit être pris de manière vraiment holistique quand on travaille sur la santé et l'humain. Et donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de compléter par le d'éclairage les ondes, les radiofréquences, etc. Alors, la première question qu'on se pose une fois qu'on a toute la liste, c'est-à-dire des milliers de substances auxquelles on peut être exposé, c'est de travailler sur la hiérarchisation. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on travaille depuis très 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 longtemps, parce qu'on sait faire que ça, substance par substance. C'est-à-dire que par substance, on va être capable de mesurer, on va avoir nos outils pour mesurer le formaldéhyde, le benzène, etc. Et puis on va essayer de trouver des valeurs toxicologiques, des références, pour savoir si ça fait un effet, etc. Mais on travaille substance par substance. Donc déjà, en fait, on ne représente pas la réalité, parce que ce à quoi on est exposé, y compris dans cette salle, si j'avais des instruments de mesure, je mesurais des centaines de substances auxquelles on est exposé. Et ça, on est exposé depuis sa naissance, même depuis sa conception, jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, c'est cette notion d'exposome qu'on essaye d'atteindre, c'est-à-dire d'avoir cette image de ce à quoi l'être humain peut être exposé tout au long de sa vie à un ensemble d'environnements, d'agents physiques, chimiques, microbiologiques, pas seulement dans l'air d'ailleurs, dans l'alimentation, etc., pour avoir une idée de mieux connaître l'effet sanitaire et de le calmer. Donc hiérarchiser les substances, c'est primordial, et donc là c'est un travail qu'on avait fait pour essayer de prendre des décisions, c'est-à-dire on a essayé de travailler sur une moulinette qui était basée à la fois
substance par substance, donc là on en a 1000 en magasin, où on essaye de voir les effets à court terme, à long terme, et puis et en termes de niveau d'exposition, et puis du coup ça classe les substances. Donc on avait fait cet exercice qui est aujourd'hui utilisé pour savoir quelles sont les prochaines valeurs guides à mettre en place par exemple en France. Autre chose qu'il faut faire absolument quand on travaille dans le domaine, c'est sans arrêt regarder devant soi. Et là, vous avez par exemple le nombre de publications faites sur un certain nombre de substances. Et vous voyez très bien que dans les années 2003 et même avant, il y a des substances qu'on ne parlait absolument pas. C'est-à-dire le formaldéhyde, on en parle depuis les années 70. Aujourd'hui, bon, on commence à bien le connaître, mais des substances comme les phtalates, donc tout ce qui est plastifiant, retardateur de flamme, insecticides, musc, etc. Ça, c'est des choses qu'on connaît encore moins. Et vous voyez qu'aujourd'hui, bah, ça fait un peu le buzz et du coup, on travaille dessus. Et en fait, il faut sans arrêt, quand on suit les conférences sur ces sujets, vous allez sans arrêt voir un lanceur d'alerte qui va dire attention, voilà, il y a un sensibilisant qu'on a trouvé, tout à coup, les gens se sont là, et on va débobiner ça. Et du coup, on peut arriver à terme, soit une interdiction, soit quelque chose, soit rien, parce que c'est pas parce qu'il y a la présence de substances, encore une fois, qu'il y a un effet. Donc, tu t'en fais des mêmes particules. Non, oui, c'est vrai. Non, je crois que j'en parlais un petit peu. Enfin, parce qu'il y a tellement de choses, on en oublie. Alors, autre chose, quelque chose auquel il faut penser aussi, c'est qu'on est tous pareils, hein, c'est vrai qu'on est tous des humains. En fait, on est tous très différents, je vous l'ai dit au départ, on est tous pas égaux devant cette pollution, du point de vue génétique. Or, on s'aperçoit que souvent, d'ailleurs, c'est ce qui se fait dans tout, c'est-à-dire qu'on aime bien travailler selon des normes, c'est-à-dire l'homme moyen, voilà, qui est grand comme ça, donc les portes sont à cette distance, etc. Mais en fait, dans notre domaine de la santé, on s'aperçoit que finalement, par exemple, pour voir la toxicologie, on s'aperçoit qu'au-dessus d'une valeur, on a l'effet sanitaire et en dessous, on l'a plus. Et en fait, même cette notion-là de seuil, elle est remise en cause parce que comme on est tous différents, il y en a toujours un qui est plus sensible que nous. Et du coup, on est aujourd'hui dans une situation où on commence à se dire que même les valeurs seuil, est-ce qu'elles ont du sens ou pas? Alors on essaye toujours de les mettre au plus bas pour tenir compte aussi des populations sensibles, mais c'est important. Alors, quelque chose de très très important quand on veut agir, c'est de trouver le lien de causalité. On va vous demander peut-être ce qu'il fait là, mais voilà, vous allez comprendre très vite. Quand vous avez une substance qui a cette forme-là, si jamais vous êtes exposé, c'est-à-dire si je mets mon bras assez près, là vous allez avoir l'effet radical, ça s'appelle un effet déterministe, c'est-à-dire qu'une substance va avoir un effet sur vous et vous pouvez le prédire. Alors ça, par exemple, ça marche bien pour le monoxyde de carbone. À partir de 100 ppm, vous êtes quasiment sûr d'avoir déjà eu des maux de tête avant, les jambes qui flageolent, etc. Et vous allez décéder vraiment dans les 15 à 30 minutes. Donc ça marche très bien pour ça. Donc le monoxyde de carbone, c'est les chauffe-eau au bois ou l'utilisation de barbecue chez soi. Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez trouvé ça, cette relation, eh ben, vous pouvez gérer. Voilà, vous pouvez dire, ben voilà, j'interdis la substance, ou je fais en sorte que mes chauffe-eau soient réduits un peu mieux, etc. Donc ça, c'est le cas un peu simple. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un danger. Le lion, la substance, elle est dangereuse, c'est intrinsèquement, elle a un potentiel de danger, et tout est dangereux, hein, toujours, tout est poison, rien n'est poison, l'important c'est la dose, hein. Si vous buvez 40 litres d'eau, vous allez mourir certainement, mais en tout cas, c'est une notion de danger, et les notions de risque, hein. Si je ne m'approche pas du danger, il n'y a aucun risque zéro, si je m'approche, le risque augmente. Alors, ça marche bien, comme vous le voyez, pour des risques déterministes, mais en fait, on est de plus en plus en lien aujourd'hui à des facteurs, avec des risques statistiques, c'est-à-dire la fumée de cigarette ou le radon, par exemple. C'est-à-dire qu'on sait que si vous fumez ou si vous êtes exposé au radon, et d'ailleurs, si vous faites les deux, vous avez un risque encore plus fort. Il y a d'ailleurs 2 valeurs guides à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, si vous êtes fumeur, vous avez un risque très élevé d'avoir un cancer du poumon, par exemple. Mais par contre, je ne sais pas si ça va être vous ou quelqu'un d'autre. Je sais à l'échelle d'une population que ça va tuer 50% de la population. Mais par contre, je ne sais pas qui. Le radon, c'est pareil. Par contre, on a les courbes entre le niveau d'exposition, ce qu'on appelle les relations dose et effet. Donc, entre la dose d'exposition et l'effet, on a ces courbes-là à l'échelle de population. C'est un risque statistique. Alors, la complexité de l'affaire aussi, c'est à part par exemple l'amiante qui est en lien direct avec le mésothélium, quand vous avez un mésothélium, on ne se pose pas trop de questions de l'étiologie, c'est-à-dire de la substance qui a provoqué votre mésothélium, mais pour beaucoup d'effets,
et d'effets sur des systèmes cibles, on s'aperçoit que, par exemple, les pesticides peuvent agir sur différents systèmes, le cancer, le système reproductif, le système cardiovasculaire, etc. Et inversement, si vous avez un cancer, c'est pas forcément que les pesticides. Vous voyez. Donc en fait, c'est ce qui fait un peu la difficulté pour l'action, c'est qu'on est quand même dans la multi-exposition, les effets multiples d'une substance sur plusieurs systèmes cibles et inversement. Et pour couronner le tout, ce qu'il faut savoir, et ce qu'on découvre de plus en plus, et notamment avec les perturbateurs endocriniens, c'est qu'avant on considérait finalement on est exposé, donc après avec un effet à seuil ou sans seuil, mais en fait aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il y a des fenêtres d'exposition, c'est-à-dire si vous exposez un fœtus à une certaine période, notamment les perturbateurs endocriniens, donc qui va perturber le système hormonal, vous allez avoir un effet sur le système reproductif beaucoup plus tard. Donc ça c'est aussi extrêmement nouveau pour la gestion de tout ça, c'est-à-dire qu'on commence à donner des recommandations normalement avant la conception et sur la femme enceinte, c'est pas la femme qui est en danger, c'est le fœtus, et pour justement prévenir des maladies qui vont arriver après. Et puis après, ça je ne vous l'ai pas dit, mais par exemple pour des maladies comme l'amiante, il y a des temps de latence très longs. En général, le cancer, si vous êtes exposé à l'amiante, votre mésothéliome, il arrivera entre 20 et 40 ans plus tard. Là aussi, vous voyez, on n'est pas dans l'histoire du lion. C'est-à-dire que je suis sûre que si toutes les substances avaient la tête d'un lion, on aurait réglé l'affaire. Mais est-ce qu'il y a des études justement par rapport aux enfants en basal, si le fait d'être exposé, ça ne peut pas aussi créer une sorte de résistance? Est-ce qu'on a des choses dans ce sens ou pas? Oui, alors il y a beaucoup d'études épidémiologiques, alors on suit ce qu'on appelle des études de cohorte, on va suivre des populations à la naissance, il y a une cohorte à Paris, 3000 enfants, où on va les suivre tout au long de leur vie et puis on va mesurer leur exposition. Mais là, ce que vous dites, il y a beaucoup d'études sur ce qu'on appelle la théorie hygiéniste, et notamment via l'asthme, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand l'enfant est exposé jeune à des bactéries, à des bactéries, des virus, voire à des allergènes de chat par exemple, si vous êtes exposé, alors je crois, alors les publications, c'est qu'il faut être exposé à 2 chats, de tel âge, etc., vous avez moins de chances d'être asthmatique après, plus tard. Mais c'est tout l'équilibre, si vous voulez. Et c'est clair que d'habiter dans un monde, s'il y avait zéro pollution, je pense qu'on en serait mal. Et donc c'est pas bien non plus. Donc c'est ça, c'est l'équilibre. C'est à partir de quel moment l'organisme se renforce, c'est-à-dire a des défenses, et à partir de quel moment, au contraire, il accumule, et après c'est la goutte d'eau et on devient hypersensible ou on devient allergique. Donc ça c'est une réflexion qui est quand même prise en compte pour pas être trop sain et une fois adulte. C'est pris en compte, mais c'est extrêmement compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est pour avoir ce type de données, c'est beaucoup de monde, c'est une science. Pour avoir des données sur les effets sanitaires, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous travaillez à l'échelle de cellules, vous êtes dans un laboratoire, vous exposez, soit vous êtes à l'échelle d'animaux, en général ce sont des rats, et puis vous mettez une dose, et puis vous augmentez la dose, avec toutes les questions de est-ce que je mets que à l'échelle de l'inhalation, est-ce que je mets la peau aussi, etc. Enfin, puis après à l'échelle de l'humain, donc ça c'est ce qu'on trouve quand on suit des cohortes, comme je vous l'ai dit, ou quand on suit par exemple pour la qualité d'air extérieur, on prend des gens et puis on suit à la fois la pollution et puis on suit l'état de santé. Et on voit que finalement les gens vont à l'hôpital quelques heures après un pic de pollution. Donc comme tout est égal par ailleurs, on arrive à faire le lien entre la pollution et l'état de santé. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc voilà, donc ça c'est toutes les questions évidemment qu'on se pose derrière, c'est quelle est l'exposition aux polluants de l'air dans la vraie vie, à l'échelle d'une population, combien de personnes sont exposées, quels sont les déterminants, les facteurs. Donc, d'où la création en 2001 de l'Observatoire qui a été créé. Donc la présidente c'était André Buchmann, donc le CSTB, nous sommes opérateurs, c'est basé sur un réseau de partenaires. Et là l'enjeu c'est mesurons, lançons des campagnes nationales sur la qualité d'air. Donc la campagne nationale 2003-2005 est terminée depuis longtemps, mais on sort encore des papiers et des compréhensions de phénomènes sur le sujet. En ce moment est en cours et va se terminer début 2017 avec une grande campagne nationale dans les écoles. Une campagne nationale dans les bureaux, alors elle ne sera pas nationale parce qu'on n'a pas réussi à trouver une base de sondage de où étaient tous les bâtiments de bureaux en France, mais il y aura une centaine de bâtiments de bureaux qui va être aussi exploités à partir de vraiment 2017. Et puis donc une campagne sur les bâtiments performants en énergie, donc là c'était quelque chose qu'on avait souhaité mettre en place. Alors juste dans les logements, voilà, le type de campagne qu'on fait,
on sonne chez les gens, on leur dit voilà, est-ce que vous voulez rester avec nous pour une semaine? Et pendant une semaine, on va décrire, on avait 2h30 de visite, où on va, dans toutes les pièces, on décrit donc, tous les paramètres qui peuvent expliquer la pollution qu'on aura mesurée. La pollution qu'on a mesurée, c'est une trentaine de facteurs, hein, donc des composés chimiques, physiques, microbiologiques, plus les paramètres de confort, plus les états du CO2 pour du dioxyde de carbone donc pour le renouvellement d'air, et puis aussi des débits au bout de l'extraction quand il y en avait. Qu'est-ce qu'on a trouvé avec tout ça? On avait trouvé que finalement, 100% des logements étaient exposés à toutes les substances, sauf 2 qui étaient des éthers de glycol. Tous les logements français, puisque ça a été pondéré au regard des 24 millions de résidences principales, avaient la présence de tout ce qu'on avait mesuré. Par contre, on n'était pas égaux, il y avait 10% des logements qui avaient donc systématiquement jusqu'à 8 substances parmi les plus concentrées chaque fois. Une pollution intérieure qui était spécifique, c'est-à-dire que quand on avait mesuré pour certaines substances à l'intérieur et à l'extérieur, et on était plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez, là c'est l'ensemble des composés organiques volatiles. Et on voit que non seulement il y a certaines substances qui ne sont pas présentes à l'extérieur, et en général, quand elles sont présentes dans les deux, on a vraiment un ratio plus important intérieur-extérieur. Alors ce que ça rend, ces campagnes, ce sont ça, c'est des états de la pollution, c'est-à-dire ça, c'est la distribution des logements en fonction des concentrations de formaldéhyde, par exemple, mais j'ai ça pour les 30 substances. Et on a ça. Alors ça sert à faire de l'évaluation des risques sanitaires, c'est-à-dire que l'évaluation des risques sanitaires, une fois que vous avez ce à quoi les populations sont exposées, plus le temps passé, plus la relation de aux effets, vous pouvez avoir un impact, combien de personnes vont avoir un cancer, une irritation, etc. à l'échelle de la population. Ça sert aussi à ça, c'est-à-dire que quand vous fabriquez des valeurs guides, là, vous choisissez de les mettre où vous voulez en fonction de si ça passe ou pas. Par exemple, 10 microgrammes par mètre cube qui protège l'ensemble de la population des phénomènes d'irritation et donc du cancer pour le formaldéhyde, ce serait 10 microgrammes. En fait, en 2004, il y avait 86% des logements qui dépassaient. Et de toute façon d'ailleurs pour les écoles, etc. Donc en fait, le décret, il a dit la valeur d'objectif, c'est en 2023. Et puis après, donc, on positionne les valeurs guides pour agir. Moisissure, donc c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est souvent des choses qu'on oublie, les biocontaminations. Et on avait trouvé que c'était présent dans un tiers du parc, hein, avec 14,8% des contaminations visibles, près de 610 000 logements, donc qui présentaient plus d'1 mètre carré de surface contaminée. Quand on allait chez les gens, il y avait 1 mètre carré de surface. Et moi, je peux aller partout, mais certains, je voyais les causes, c'était dans la chambre de l'enfant, qui était d'ailleurs asthmatique, et on voyait l'étendage à linge dans la chambre. Et pourquoi il y avait l'étendage? Et ça, c'est un message que je vais vous faire passer pendant toute ma présentation, c'est que l'occupant a toujours raison, parce que sa salle de bain était trop petite, tout simplement, et qu'il n'avait aucun autre espace adapté pour faire sécher son linge, donc d'évacuer au moins 3-4 litres d'eau, voilà, quasiment. Voilà, c'était la réalité, mais a priori, je ne voyais pas trop non plus comment lui dire de quoi faire dans l'état qu'elle est. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès. Par contre, ce qui était gênant, c'est que la moisissure qui était sur ses murs, il n'avait aucune notion que ça pouvait avoir un effet sur la santé de son fils. C'est-à-dire que le lien entre je suis asthmatique et j'ai une légénérité asthmatique n'est pas du tout en lien. Or, on sait que ça exacerbe l'asthme chez l'enfant notamment. Donc là, je fais un petit zoom justement sur ces composés organiques semi-volatiles, parce que moi ça m'intéresse, ils sont nouveaux, parce que les autres, on les voit depuis des années, mais la particularité, c'est on peut être exposé à la fois par inhalation, par contact cutané, par ingestion, hein, notamment les jeunes enfants qui vont ingérer les poussières. Il y a énormément de substances, hein, on les trouve dans les plastifiants, les insecticides, retardateurs de flammes, bromés, phosphorés, les PCB qui ont été utilisés jusque dans les années 70, notamment dans je crois que c'est les contours de fenêtres, les produits de combustion, donc les HAP, les muscles issus des produits qu'on met dans les produits de nettoyage. Et on mesure ces substances non seulement dans l'air, mais maintenant dans les matrices humaines, c'est-à-dire qu'on voit que la population devient imprégnée de ces substances. Voilà. On est exposé comme une anneau d'ailleurs. Donc là, voilà, on a en fait récupéré les filtres qu'on avait fait pour mesurer, nous, le niveau de particules dans notre campagne. On les a réanalysés, on a recherché ces substances. Et on voit que dans 50 à 100% des logements, on a donc l'ensemble de ces paramètres. Alors, il ne faut pas s'affoler non plus. Moi, l'idée, c'est qu'on ne va pas tous mourir. Mais en fait, maintenant, la question qui se pose, et c'est à ça que ça sert, c'est de donner une exposition, c'est finalement d'aller travailler avec les agences sanitaires pour travailler sur l'évaluation du risque sanitaire. C'est-à-dire de trouver pour chaque substance
la relation dose-effet et puis l'impact sanitaire à l'échelle de population. C'est vraiment là, dans ce sens-là. L'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir... on est exposé, on est exposé tout le temps. Hein. On est fait, par exemple, il y a plus de bactéries autres que nous dans notre corps, et tout va bien. Au contraire, c'est du bon fonctionnement. Mais c'est finalement se positionner juste pour essayer d'éviter que demain on développe encore des maladies, donc ça puisse expliquer des maladies. Alors les sources de pollution de l'air intérieur, elles sont extrêmement variées. On va le voir. Il faut collecter le marteau qui était connecté. Bon, en tout cas, je vais vous raconter ça. Donc, les sources de pollution, c'est quoi? C'est de l'air extérieur qui rentre. Et comme je vous l'ai dit, rien n'est étanche. L'air qu'on respire ici, il vient de l'extérieur. Il vient quelque part. Alors, c'est pas de l'air neuf, hein, comme on dit. En général, ça peut être de l'air pollué. Alors, ça dépend où est situé le bâtiment. Et donc, c'est extrêmement important de tenir compte de ça. Alors, les substances rentrent en fonction de leur réactivité. On a fait une étude, on avait loué un appartement à Vincennes pendant 1 an, et qui était vide et inoccupé pour pas avoir de source intérieure. Et effectivement, vous voyez que certaines rentraient à 100%, les particules à 80%, et puis l'ozone, par exemple, on parle de pics d'ozone. Nous, l'ozone, on le mesure très rarement, à part dans les tertiaires où il peut y avoir des anciens photocopieurs qui peuvent émettre ce type de substances, mais sinon, ça réagit très vite. Ça réagit avec les surfaces, ça réagit avec l'air, avec d'autres substances. Alors l'ozone va réagir avec votre produit ménager et va créer par exemple du formaldéhyde. Donc le formaldéhyde, c'est pas seulement un produit émis par des produits, c'est aussi ce qu'on appelle la production secondaire. Après, c'est les matériaux, on l'a vu tout à l'heure, vous avez cité les matériaux, les plafonds, les rideaux, l'ameublement, tout ce qui est appareil de combustion, production d'eau chaude, voilà, c'est le suivant. Ah voilà, c'est bon, c'est parti. Donc voilà. Après le sol, on a parlé du radon, mais il y a toute la contamination liée au sol, les sols contaminés, les pressions aujourd'hui sur la construction des bâtiments un peu partout, et on a du coup beaucoup de problématiques de sol. Donc le bâtiment, l'ameublement, la décoration, tout ce qui est bioeffluent humain, les bactéries, les moisissures, les virus, notre activité, hein, on fume, bon ça c'est pas génial, mais par contre on bricole, on fait le ménage, tout ce qui est combustion, les bougies d'encens et cette réactivité chimique. Bon là je vais passer là-dessus, c'était justement pour vous raconter la réactivité derrière tout ça. Oh là là, facile. Et là peut-être je vais passer vite, c'était dans le cadre de la campagne logement justement, par exemple on a mis statistiquement en évidence le fait qu'il y ait des garages communicants et tous les logements qui avaient des garages communicants et attenants au logement étaient plus contaminés que les autres, notamment en composants organiques volatiles. Tout ce qui était produit de construction neuf, où les bâtiments récents étaient aussi plus contaminés en composants organiques volatiles, tout ce qui est dégâts des eaux, bien sûr en lien avec les moisissures. La présence et l'activité humaine, on l'oublie complètement, mais les bâtiments sont bien faits pour abriter des gens, donc il y a une présence, et notre présence, elle facilite. Elle est aussi au cœur de la contamination, donc il y a la densité d'occupation, il y a l'humidité et donc là aussi les moisissures, tabagisme, des niveaux très très élevés de particules et d'autres substances, le bricolage, désodorisants, bougies, encens, incroyable, et le nettoyage à sec, hein, qu'on voit avec le tétrachloroéthylène.
sur la gestion de l'air, qui est extrêmement important, parce qu'en gros, soit vous agissez sur les sources, ça c'est règle numéro 1, il vaut mieux arrêter de fumer plutôt que de fumer, puis après d'essayer de faire partir, d'autant que ça sent sur tous les murs. Mais il faut gérer l'air. Et en fait, dans la campagne, on va le voir plus précisément, c'est bien le taux de renouvellement d'air, et c'est l'état des systèmes qui sont liés, et que le type de système. Et puis l'extérieur, on l'a vu, donc ça on l'a vu. Et puis on avait essayé de relier ça avec les niveaux socio-économiques et le niveau d'études, et effectivement, il y a des polluants riches, il y a des polluants pauvres. En gros, quand on va souvent en pressing, c'est vrai qu'il y avait des fortes contaminations, ou des vêtements neufs, il faut savoir que c'est très contaminant, et puis plus de particules et de contamination. Alors sur l'état de la ventilation qu'on a fait, ce qu'on a vu, c'est qu'en général, dans un parc de logement, le renouvellement d'air ne dépendait pas des systèmes installés. C'est-à-dire que, voilà, que vous ayez aucun dispositif, une ventilation mécanique contrôlée ou une ventilation naturelle. Bon, le renouvellement d'air dans la chambre à coucher, il n'y avait pas de différence. Par contre, l'activité de l'occupant, est-ce qu'il ouvre ou pas ses fenêtres ou ses portes, là, on voyait vraiment que ça avait de l'effet. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que sur les logements les plus récents, puisque quand on a fait la campagne, c'était l'ensemble du parc, la médiane était dans les années 70, c'est un parc plutôt ancien. Donc dans les plus récents, donc ceux qui étaient équipés de systèmes de ventilation mécanique, on a vu que les plus récents, ils avaient donc des taux de renouvellement, enfin des niveaux de renouvellement d'air un peu moins importants, mais en tout cas, on voit que l'échantillon est plus resserré. Donc en termes d'économie d'énergie, on voit qu'effectivement, on a fait un sacré effort. Et par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est que près de 56% des logements avaient un débit minimal d'air extrait qui était non conforme aux réglementations. C'est vraiment un manque de robustesse, disons, qu'on a dû identifier. Excusez-moi. Oui. On revient encore avant. Voilà, sur cette slide. Et là, en fait, c'est par rapport à la chambre, on est d'accord? C'est toujours dans la chambre, D'accord. porte fermée, fenêtre fermée, ou alors à l'inverse, porte ouverte, fenêtre ouverte. Et puis après, entre les deux. Et peu importe qui est une VMC, pas de VMC, Voilà, ouais. un bâtiment de 1950. Ouais. Là, on se voit. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces résultats, c'est donc une campagne qui s'est terminée en 2004. Je pense que si on la refaisait, avec les nouveaux bâtiments, avec des technologies, évidemment, moins forte, une plus forte une moins forte perméabilité, des systèmes où l'air, on passe là où on a envie qu'il passe, etc. Je pense qu'on n'a pas la même image. Là, à l'époque, c'est vrai que quel que soit le système, je pense qu'il y avait tellement de l'air passé un peu là où il voulait, que vous rajoutiez un système quelque part, et en plus qu'il ne soit pas forcément robuste, faisait que peut-être au bout du compte, nous, on n'a pas dit. Mais je pense que justement, ce ne sera pas le même cas. Et alors, c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, allons voir dans les bâtiments plus performants en énergie, donc on en a 72, bientôt 100, dans une campagne qui n'est pas représentative. Là, on a fabriqué des protocoles, on les met à disposition, si vous les voulez, vous pouvez les prendre, vous les mettez en œuvre, et on récupère les données, et on les agrège, on essaye de sortir des états chaque année. Ce qu'on a vu, c'est que uniquement les bâtiments, donc neufs ou réhabilités, étaient plus propres. Alors, sauf sur certaines substances, notamment en lien avec la présence de bois. Il y avait plus de bâtiments à ossature bois dans notre échantillon, ou du traitement de bois ou des produits d'utilisation de produits d'entretien. Mais quand on les compare à la distribution de la campagne nationale logement, c'était plutôt plus propre. Par contre, on a trouvé plus de développement de moisissures. Et on parle bien de bâtiments neufs, de logements neufs. Vous voyez, donc on en avait, je crois, 50% qui avaient présence de moisissures. Alors là, vous vous posez aussi la question, est-ce que c'est une méthode constructive, d'étanchéité, suffisamment tôt de mettre des matériaux humides et de ne pas avoir la capacité d'aérer à un moment donné? En tout cas, quand on livre le bâtiment, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a présence de moisissures. Des températures intérieures qui étaient plus élevées, notamment en période de hors-chauffe, des niveaux de confinement qui étaient assez égaux, et par contre, là aussi, toujours un manque de robustesse des systèmes qu'on a aperçu. Et ça, c'est une autre étude qui a été faite aussi sur des maisons en Bretagne, sur le radon. Donc le radon, c'est bien un gaz qui provient du sol et qui rentre par les fissures. On a été comparé à un échantillon de bâtiments qui ont été réhabilités thermiquement. Alors c'est surtout, là l'idée, c'était de jouer soit sur les ouvrants, soit sur l'enveloppe, et puis de comparer à l'échantillon où les gens n'avaient rien fait. Et on voit que finalement, on a un peu plus, donc le niveau de radon augmente finalement dans ces bâtiments, qui peut s'expliquer par le fait que quand on fait de la réhabilitation thermique, on va justement plutôt s'intéresser au haut, mais on ne va pas étancher le bas, la façade, l'interface avec le sol. Et donc ce qui expliquerait que finalement le radon il rentre un peu plus.
Donc là, on va passer rapidement, juste pour vous montrer que dans chaque lieu de vie, c'est un peu différent. Quand on travaille sur les écoles, il faut le penser comme un lieu d'apprentissage. Donc il faut non seulement que les enfants voient le tableau, il faut qu'ils puissent avoir de l'intelligibilité auprès de celui qui enseigne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont des populations plus sensibles que nous. Elles ont des activités spécifiques. Il y a une densité de mobilier importante, même une densité d'occupation qui est très importante. Beaucoup d'activités de nettoyage aussi. Proximité routière, ça dépend des écoles. Et surtout, ça on avait fait une enquête nationale sur la manière dont étaient aérées les écoles. Et en fait, 85% des écoles n'ont pas de système de ventilation mécanique. Donc en fait, ça repose uniquement sur l'ouverture de la fenêtre. Et en fait, bien sûr, avec des liens sur l'apprentissage scolaire, donc là aussi, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet. Et ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que l'aération est basée sur l'ouverture des fenêtres. On avait fait une enquête, du coup, pour questionner est-ce que les personnes ouvraient ou pas les fenêtres, et si elles ne les ouvraient pas, pourquoi. Et on s'aperçoit que la première cause, c'est ils ont peur des courants d'air. Après, ils avaient peur que ce soit trop froid, ils voulaient faire des économies d'énergie, ils trouvaient que la perception de l'air était bonne, il y avait du bruit à l'extérieur, ils s'occupaient de la sécurité des enfants. Le fait, il faut savoir, je crois qu'il y a 4 défenestrations depuis moins de 10 ans. Et puis, il y avait des enfants malades. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ouvraient pas. Et de fait, quand on a mesuré donc, dans une campagne qui a précédé l'obligation de surveillance de la qualité de l'air dans les écoles, donc 300 écoles et crèches, on s'aperçoit qu'un indice qui avait été développé montrait que dans les écoles élémentaires, il y avait un fort pourcentage de confinement en fait, dans ces lieux-là. Bon, les bureaux, c'est pareil, c'est une autre problématique, mais ça, c'est des enjeux de performance au travail. Et là, on parle bien de productivité, on parle bien d'argent. Donc, on peut peut-être un peu plus y aller sur la qualité de l'air, ça se vend peut-être mieux que dans les écoles. Il y a une forte densité d'appareils bureautiques, un ménage quotidien, et souvent des systèmes de ventilation mécanique qui sont un peu plus sophistiqués. Donc là, c'est pareil, on attend les résultats de nos campagnes pour voir est-ce qu'il y a une spécificité en termes de pollution ou pas, avec donc, des enjeux sanitaires, et notamment, donc, je vous ai parlé de ce Sylvain syndrome qui est vraiment spécifique dans les bureaux. Alors, oui. D'accord, c'est des campagnes qui sont publiées après sur le site. Tout est public, toutes les distributions sont mises sur le site, et on fait même des retours on fait ce qu'on appelle les ateliers de l'observatoire, donc c'est 2 heures où on restitue l'ensemble des recherches. D'accord. Donc évidemment, vous pouvez vous dire qu'en termes d'action, après tout ce que je vous ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour avancer tellement il y a de l'incertitude, etc. Et c'est vrai qu'on est dans un monde d'incertitude, mais moi c'est vrai que je vous en parle avec mon image, avec ce que je vis tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais tout sur tout, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on ne sait pas tout qu'il faut pas agir. Et de fait, il y a eu beaucoup d'actions réglementaires sur la qualité de l'air, qui est d'ailleurs très ancienne. Bon, alors soit c'est axé sur des substances, sur l'amiante, le radon, le plomb, le tabagisme. La loi E20, c'est une action directement utile. On peut en faire à l'échelle du bâtiment, à l'échelle des produits de construction, on va le voir, la ventilation, des systèmes. Et la première question qu'on se pose, finalement, quand on veut agir, c'est déjà se poser la question, c'est quoi l'air sain, en fait, voilà. C'est-à-dire que, et surtout vous qui travaillez dans le renouvellement d'air, vous allez me dire, mais dites-moi exactement quel est le niveau qu'il faut que j'atteigne. Et ça, c'est toute la question. Alors, pour l'instant, on y répond notamment par des valeurs guides. Alors, les valeurs guides, c'est un peu laborieux parce qu'on travaille substance par substance, et pour chaque substance, il nous faut les données sur, évidemment, les effets sanitaires, pour tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les valeurs guides, elles sont établies par l'ANSES, donc l'Agence de sécurité sanitaire, et qui publie des valeurs guides seulement basées sur l'effet sanitaire. C'est-à-dire, ce qui intéresse, c'est de dire, au-dessus de telle valeur, il va y avoir un effet, en dessous, y compris pour les populations les plus sensibles, on vous protège. Après, ça passe au Haut Conseil de santé publique, qui lui va faire des valeurs de gestion. Des valeurs de gestion, c'est-à-dire qu'il va normalement tenir compte du monde socio-économique, et nous avons par exemple des distributions de l'observatoire pour dire n'allez pas mettre 10 microgrammes parce que sinon on va évacuer 86% des logements. Et puis après, il y a les valeurs réglementaires. Vous voyez, en France, il n'y en a pas beaucoup. Formaldéhyde, monoxyde benzène et tétrachloroéthylène. Après, on peut travailler sur les sources. Et là, il y a beaucoup de travaux, enfin des actions sur soit l'interdiction de substances, donc il est interdit de mettre des cancérogènes et des reprotoxiques de classe A, par exemple, dans les produits de construction.
il y a le décret de mars 2011 donc, qui permet de qualifier les matériaux de construction et de décoration, donc sur la base de 10 substances qu'on va regarder. On va mettre les matériaux dans une chambre environnementale, on va regarder ce qui sort pendant 28 jours, et il ne faut pas que ça dépasse donc des niveaux, et on va classer. Donc, on va mettre ça sur les produits. Si vous achetez une peinture, prenez du A+, c'est mieux. Sur les produits d'ameublement, c'est en cours, donc un travail de l'AFSES vient de sortir où on a travaillé sur justement quelles sont les substances à prendre en compte et puis quels sont les niveaux. Et puis après viendra les encens, les bougies, etc. Et vous voyez, on va commencer à étiqueter le plus possible. Sur l'étiquette A+, bon, moi ma vision c'est que c'est un peu l'école des fans et tout le monde a A+. Voilà. Est-ce qu'on sait si ça va être remodelé un peu c'est vrai que ça se discute. Là, je ne lui dirai rien parce que j'en sais pas suffisamment, mais je sais que c'est un peu ça l'idée. D'ailleurs, dans le plan qualité de l'air intérieur, qui est sorti en 2014, l'idée c'était de faire un point sur cet étiquetage et de voir comment on pouvait le modifier. Donc ça, c'est en cours justement, ces discussions-là. Moi, j'ai même eu des industriels de peinture qui m'ont dit, nous, ça nous embête parce qu'on a fait mieux. Voilà. On peut pas le valoriser le marketing parce que tout le monde a. Moi, cet étiquetage, je me posais la question, mais là, c'est vrai, comme je vous ai dit, il n'y a que 10 substances. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que du coup, on ne les voit plus trop, ces substances-là. Mais par contre, nous, on en voit plein d'autres. Ce qui se passe aussi, c'est que chaque produit est A+, mais si vous mettez plusieurs produits A+, vous pouvez dépasser la valeur vie. C'est parce qu'il n'est pas fait comme ça. Mais encore une fois, c'est parce que c'est pas simple et que c'est pragmatique et que la France a sorti ça en 2011. Il faut savoir que le Danemark, dans les années 90, ils avaient déjà leur label. Donc, vous voyez, et en fait, ça a fait progresser non seulement la formation, mais aussi la qualité de certains produits. Alors, la chose qui n'existe pas, mais qui pourrait peut-être exister grâce à Franck, grâce à la numérisation, c'est la traçabilité. Aujourd'hui, les questions de santé et de qualité de l'air dans le bâtiment, c'est surtout un problème de parc. L'amiante, ça fait longtemps qu'on n'en est plus, mais on le gère encore, on va encore le gérer d'ailleurs pendant des années, mais les nanos, ce sera exactement le cas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, à partir d'un moment où nous, on met le lien entre la substance et l'effet sanitaire, puis la substance et le produit, ou l'article, c'est clair qu'on se retourne et on est là, et c'est où et qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les populations. Et on recommence à zéro comme avec l'amiante, c'est-à-dire qu'on n'a aucune traçabilité de rien. Et ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu important. Alors, évidemment, comme tu disais, le fait de mettre cette information numériquement dès le départ, si on y arrive. On a fait une petite étude sur quelques projets, on aurait pu diviser le coût de l'amiante par 100. Voilà. En fait, le gros coût de l'amiante, c'est l'identification, les analyses, etc. Et l'extraction. Il y a un maquet Coumet, c'est aussi tenir compte du fait qu'il y aura d'autres amiantes à venir, c'est évident. Je ne sais pas lequel ce sera, on parle beaucoup d'éléments de particules suite au contrôle. Ah, mais il y en a dans les il semble à peu près évident qu'on va se taper un scandale d'éléments de particules dans les sous-traitants. Ça serait plus malin de savoir. Alors, sans forcément savoir si votre produit en a ou pas. C'est pas ça qu'on vous demande dans la maquette numérique, mais c'est d'identifier d'où viennent les produits, ce qui fait que lorsque on aura besoin de sortir de la construction des produits qui ont des nanoparticules, on saura retrouver les produits dans la construction. Il faut savoir par exemple qu'il y a de plus en plus de matériaux dits fonctionnalisés, donc ils vous proposent d'épurer votre air, des peintures. Comme vous voyez, vous achetez une peinture destructeur d'odeur, etc. Donc ça, c'est des peintures que vous allez mettre, qui contiennent des nanoparticules, vous allez mettre, qui n'ont aucun effet sur la dépollution de l'air pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a encore des travaux à faire, c'est-à-dire que le principe est très bon, excellent, mais les procédés est encore à améliorer. Et donc vous mettez déjà dans vos bâtiments, on met dans nos bâtiments, donc on s'expose déjà. Je dis toujours qu'il ne faut pas oublier le facteur humain, donc le facteur humain en tant que déjà de pollution et en termes de pratique, le nombre de fois où, par exemple, on va savoir faire des bâtiments zéro énergie, mais on ne saura jamais faire des bâtiments zéro occupant. Voilà. Donc il faut sans arrêt l'avoir en tête, parce que les occupants, comme je l'ai dit, ils auront toujours raison, ils vont débrayer vos systèmes parce qu'ils auront un petit courant mou. Je l'ai vu tellement souvent, ils mettent des scotch au niveau des entrées d'air, ou ils ne savent même pas qu'il y a une entrée d'air, donc ils ne nettoient jamais, etc. Mais c'est bien de eux dont on parle, puisqu'ils sont victimes, et c'est vraiment, ils sont des sacrés acteurs et dans leur comportement.
performance versus moyen. Alors c'est vrai que quand on regarde le code de la construction où il faut que les logements doivent bénéficier d'un renouvellement d'air, d'une évacuation des émanations telles que les taux de pollution intérieure locale ne constituent aucun danger pour la santé. Bon, c'est vrai que c'est plutôt vague et ça se traduit finalement par des débits d'air. On voit bien qu'ils sont d'ailleurs basés beaucoup sur le dioxyde de carbone et l'humidité à l'époque et qui n'ont pas forcément beaucoup évolué. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un travail de fond à faire, mais je peux le dire dans la conférence et pour la session, quel est le débit d'air qu'il faut. Moi je dirais en fonction des besoins. En fonction de ce que vous faites, c'est comme quelqu'un, vous dormez, vous respirez tout lentement, hein. Vous n'avez pas besoin de super oxygène. Après vous êtes assis, vous travaillez là aujourd'hui, vous avez besoin d'un débit d'air un peu plus soutenu que quand vous dormez. Puis si vous faites du sport, vous super ventilez. Pour moi, un bâtiment, c'est un peu ça, normalement. Ça devrait être en fonction de ce qu'on y fait dedans. Alors, ce qu'il y a aussi, et je comprends la difficulté pour un maître d'ouvrage, c'est qu'il faut bien sûr prendre en compte les directives européennes. Donc on va prendre en compte le code de la construction, le code de la santé publique pour certaines valeurs, le code du travail, alors ça c'est pour les valeurs d'exposition professionnelle, qui ne sont pas les mêmes que pour lui, qui lui se dépend du code de l'environnement, et pour la même substance. Et puis après, bien sûr, il faut rajouter toutes les autres contraintes. Et ce que je dis souvent et que vraiment je commence à voir de plus en plus, c'est que si tout ça n'est pas pris en compte dès le départ, on va baisser de la performance sur l'ensemble, hein. C'est-à-dire d'aller sans arrêt au bout d'un critère, sans se poser la question est-ce qu'il y a un impact ou pas sur le voisin, au bout du compte, on détériore systématiquement les choses. Alors que c'est faisable, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose la question dès le départ de faire l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air, il est gagnant. Il est gagnant, mais sur tous les tableaux. Hein. Parce que des gens qui rachètent, qui vont se comporter différemment dans un bâtiment, ouvrir plus, ouvrir moins les fenêtres, parce que son air, il considère qu'il n'est pas bon, c'est quand même pas forcément bien pour l'économie d'énergie. Et l'approche intégrée que fait la nature d'ailleurs. La nature, elle ne cherche pas à optimiser chaque partie, elle fait des objets en général validés depuis 3 milliards d'années, où c'est l'ensemble qui est très 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 efficace. Alors ça c'est une vraie question sur le coup, parce que là j'ai pas beaucoup de temps, mais je pourrais vous montrer des courbes où si je vous dis le formaldéhyde par exemple, plus je renouvelle l'air, plus le formaldéhyde diminue en général, puisque c'est une source intérieure, il n'y a pas de souci. Par contre, si je vous montre les particules, plus j'augmente le renouvellement d'air, plus les particules rentrent. Donc, voilà. Et donc après, on pose les questions, il faut que j'ouvre ou que je ferme. Alors après, on peut dire, ça dépend, s'il y a des trafics le matin, il ne faut pas ouvrir, etc., etc. Il y a ce qui a été mis dans une plaquette à une époque par l'Institut d'éducation pour la santé, aérer 10 minutes par jour. Bon, pourquoi pas aussi. Mais de fait, c'est vrai qu'après, on dit, attention, il y a un pic de pollution. Donc on voit bien qu'il y a des injonctions qui sont différentes, qui ne sont pas faciles à... C'est vrai qu'ils ne sont pas faciles, mais même pour moi, et voir comment on pourra gérer ça, mais ça c'est vraiment la réalité. Il y a tellement de pollution et de substances qui ne se comportent pas de la même façon qu'on est bien là. L'action volontaire, notamment tous les labels existent, hein, vous voyez, pas volontaire, mais réglementaire, mais c'est vrai que là aussi, pour le même produit, vous n'allez pas regarder les mêmes choses au même moment et vous n'allez pas le classifier pareil. De la même manière que Franck vous l'a dit, il y a toute la responsabilité qui est derrière, et la responsabilité qui peut être pénale. Il faut savoir que l'État a été quand même a été mis en cause pénalement donc pour l'amiante, mais après on cherche toujours le responsable quand il y a un problème sanitaire, ils sont contaminés, on l'a vu, etc. Donc en fait, il y a déjà des cas de la jurisprudence sur ce domaine-là. Alors, mobiliser toute la chaîne des acteurs, c'est clair que après, c'est comment on s'y prend. On voit bien que ça concerne dès la conception, la mise en œuvre. C'est pas normal qu'un bâtiment qu'on réceptionne, on fait des campagnes sur les bâtiments neufs ou réhabilités, qu'on trouve déjà des moisissures, qu'on trouve déjà des contaminants, etc. Moi, je trouve qu'en 2016, je trouve que c'est dommage, alors qu'il y a déjà des moyens d'agir, mais c'est vrai que c'est ce qu'on trouve. Alors, la difficulté, c'est que déjà, pour les humains, on considère que quand on est à l'intérieur, on est à l'abri. Donc de toute façon, déjà mentalement, c'est compliqué de penser que quelque chose d'invisible autour de moi peut avoir un effet sur la santé. Mais c'est vrai que ça, c'est déjà compliqué du coup d'agir. Le radon, par exemple, c'est extrêmement compliqué de gérer, alors que c'est un cancérogène avéré de classe 1,
pour le cancer du poumon, il y a une morbidité énorme, je crois que c'est 3000 cas par an de mortalité par cancer du poumon. Et en fait, les personnes qui habitent en Bretagne, dans une belle maison bretonne, elles disent « ma grand-mère a toujours habité là, voilà, il n'y a personne incriminé, il n'y a pas d'industriel derrière, et c'est très compliqué. Et en plus, on se sent bien chez soi. Donc ça, c'est à faire. Alors, il y a des questions de percevoir. Comment on aide à percevoir? Évidemment, quand il y a un séisme, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Quand on voit un feu, là aussi, tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, par exemple, c'est un bâtiment qui est extrêmement bien, très serein, mais il est rempli de contaminants, enfin, il pourrait l'être en tout cas. Et c'est vrai que c'est ça aussi la difficulté. Non seulement il n'y a rien pour percevoir, mais en plus, il y a une manière d'agir chez soi en fonction de plein de compromis. La sécurité, on l'a vu pour l'ouverture des fenêtres, la sécurité, mon porte-monnaie, l'énergie dont on dit qu'il faut absolument la chasse au gaspillage. Là, ça a fait des dégâts pour la qualité de l'air intérieur, cette histoire de chasse au gaspillage. Vous connaissez peut-être, vous n'avez pas entendu parler, mais il y a longtemps, c'était un slogan, il fallait chasser le gaspillage énergétique, et ça a fait des gros dégâts sur l'air, sur la qualité de l'air. Donc il faut construire cette représentation mentale de l'air, c'est comment aider finalement à voir ce qu'on n'arrive pas à voir. Et donc là, il faut être créatif. Et je dis toujours, enfin, on est maintenant dans un monde, et on a parlé de smart building, là j'ai entendu parler de mots, d'intelligent building, etc. Donc on va y arriver à ces bâtiments qui sont intelligents. Enfin, en fait, on penche entre deux trucs. C'est soit vous allez vers les bâtiments très robustes, mais d'une simplicité simple, qui vont toujours marcher, qui ne vont pas être optimisés forcément, mais ceux-là, je sais qu'ils vont marcher. Et puis après, sinon, vous allez aller dans l'hyper-sophistication. Pour l'instant, dans l'hyper-sophistication, ce que je vois, c'est que c'est pas suffisamment robuste, et du coup, c'est pire. C'est-à-dire que moi, tous les systèmes de ventilation, double flux, quand ça marche, j'ai toujours eu des niveaux de qualité d'air vraiment excellents. Mais par contre, il a fallu le remettre d'aplomb avant. C'est-à-dire, dans les écoles, j'en trouve rarement qui fonctionnent vraiment. Parce que les gens, ils ne savent même pas qu'ils ont ce type de système, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire avec. Et donc, en fait, il faut que ce soit magique. Il faut que le bâtiment soit magique. C'est-à-dire qu'il fonctionne sans qu'on ait l'impression d'avoir fait quelque chose. Et ça, je trouve que Steve Jobs, pour le coup, il a fait des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est très compliqué, là, ces objets là, qui sont nos prothèses, mais nous, on s'en fiche, c'est assez simple d'accès. Alors, les capteurs, et donc comment avoir des nouveaux capteurs, finalement? Donc, les capteurs, le premier capteur, c'est le capteur humain. On était excellent. C'est vrai qu'on avec l'odeur, on s'en est toujours assez bien sorti. On a pas mal évolué dans notre environnement jusqu'à présent. C'est un capteur qui est quand même 200 000 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que justement, le monde change. Alors, on a utilisé aussi les canaries comme un capteur de monoxyde de carbone à l'époque. Ça marchait aussi pas mal. Ça pourrait aussi peut-être revenir dans nos contrées. Alors ça, c'est les capteurs qu'on avait dans les années 90. Voilà, je vous parlais de l'appartement qu'on avait loué et on mesurait. C'est comment on mesure en continu de la pollution. Ça ressemblait à ça quand même. Donc c'était pas gagné dans les années 70. Alors en 2016, ça ressemble plutôt à ça, un capteur. Donc ça, c'est des capteurs, on en trouve de plus en plus. Alors on en trouve tellement qu'on voilà, on ne sait plus lequel choisir. Alors ça fait tout et n'importe quoi. Il y en a qui sont très très beaux. Ça, c'est une société qui vend ça. Ça change de couleur, ça vous dit c'est en qualité d'air. De fait, on ne sait pas ce que ça mesure, mais ça donne un signal. Alors moi j'en ai un là, et celui-là j'y crois parce que je sais ce qu'il y a dedans. Mais en fait, on est de plus en plus environné, et on surfe là-dessus. Il y a énormément de startups sur finalement comment mesurer et comment percevoir. Alors voilà, c'est celui-là dont on veut vous parler. C'est un capteur qui est basé sur des recherches qui avaient été faites dans l'observatoire, donc la création du luminaire, basé sur des feux tricolores, donc dans les écoles, comment faire ouvrir les fenêtres alors qu'on ne perçoit rien. Donc c'était des feux tricolores donc, qui changent en fonction du confinement. Et puis surtout, on avait donc inventé cet indice icône, parce que c'est basé sur le dioxyde de carbone, donc c'est notre présence humaine qui émet un composé, et puis en fonction, évidemment, plus c'est renouvelé, plus le niveau va baisser, et puis si vous ouvrez une fenêtre, par exemple, le niveau de dioxyde de carbone diminue, et si on est là aujourd'hui, ça va augmenter. Et donc on donnait des notes de 1 à 5, et en fait c'est cet indice icône qui a été repris donc, dans la surveillance obligatoire donc, des établissements recevant des publics sensibles qui commencent... Donc il y a à faire pour le 1er janvier 2018, donc tous les établissements d'accueil collectif d'enfants et maternels. Donc en 2020, il faudrait que tous les centres de loisirs, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle, les collèges et lycées, etc. soient faits. Et en 2023, donc pour les autres établissements, dont les établissements médicaux sociaux. Alors les capteurs, c'est ça, soit vous en prenez un que vous faites très fiable, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'il va fonctionner individuellement, soit vous en prenez plein qui disent n'importe quoi en fait, c'est comme vous voyez, ces robots qui sont non intelligents, mais vous en mettez plusieurs et vous avez cette intelligence collective avec l'algorithme qui va bien derrière
dans tous les cas, en tout cas, il faut toujours se poser la question d'avoir le signal adéquat pour prendre la bonne décision. C'est vraiment, il faut toujours penser, l'idée c'est pas tant d'inventer des nouvelles technologies, c'est de savoir à quoi ça sert et à qui ça sert. Et donc, il faut que l'ensemble, effectivement, une sensibilité, une précision, etc. Et les capteurs, par exemple, de monoxyde de carbone, c'est extrêmement important qu'ils fonctionnent parce que si vous vous reportez là-dessus et qu'il n'y a plus de piles, vous allez y passer. Des besoins de compatibilité et de connectivité, mais ça, Franck il en a parlé, mais c'est évident, c'est le grand gagnant du bâtiment, c'est celui qui aura tout interconnecté. Hein. Et puis bien sûr la protection de la vie privée, c'est vrai que par exemple nous, les données qu'on mesure, on connaît la vie des gens, hein, les tranches de vie, il faut savoir que quand vous commencez, nous on ne sait pas encore trop mesurer en continu, on est encore à l'époque de la photographie, hein, la campagne nationale de l'opératoire, c'est des photos. Mais on va passer certainement prochainement avec l'ensemble de ces capteurs au cinéma, et là on va avoir des données extrêmement précises sur la vie, la présence, l'absence. Il y a une anecdote amusante là-dessus où notre collègue Suzanne faisait des mesures dans une école. Il y avait eu un pic d'émission. Et en fait, c'était un pot un soir lié à l'activité des enseignants. Et du coup, elle a vu apparaître que le pic est traceur d'un pot de départ ou de je ne sais quoi. Et donc, du coup, vous savez ce que font les gens. Voilà. Non, mais il faut savoir que c'est des choses. Moi, je vois beaucoup de personnes qui inventent ces technologies de capteurs, mais pour eux, c'est pour l'instant, c'est même pas dans leur état d'esprit. Alors, il faut déjà s'en inquiéter maintenant et faire en sorte que ça se passe bien. Information, sensibilisation. Alors, ça, il y a beaucoup. Moi, j'ai fait énormément de plaquettes. Je considère aujourd'hui que ça ne sert à rien. En fait, personne ne les lit. Et je suis plutôt favorable à d'autres moyens de travaux sur des sciences, des sciences du comportement, en fait. Alors ça aussi, c'est des choses anciennes. Ça a été remis au goût du jour avec deux Américains, donc inventé les nudges. Les nudges, c'est l'idée de vous dire, par exemple, si vous voulez changer vos pratiques, soit j'utilise votre cerveau, comment ils appellent ça, le système 1, votre système 1 de votre cerveau, c'est-à-dire que on va vous expliquer pourquoi cette molécule est cancérogène et d'où ça vient, etc., et que ce serait mieux que. Et puis le deuxième idée, système 2, c'est une sorte de, comment dire, vous allez le faire sans vous en rendre compte. Donc là, il y a une marelle, par exemple, pour aller à une poubelle. On ne vous a pas expliqué que pour la planète, c'était bien de jeter les déchets, que ça coûterait moins cher pour la collectivité, etc. On vous a juste mis ça. Des fois, il y a des petits pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits pas pour aller dans les magasins. Ça, c'est un nudge. Il y a donc le nudge, bon, c'est plus dessiné. Ça, en général, c'est pas culpabilisant, en général. Mais par exemple, vous avez peut-être vu, je l'ai vu quelques fois dans le métro, c'est-à-dire vous avez le choix entre l'escalator et l'escalier. L'escalier est toujours très coloré, etc. Ça, c'est un nudge aussi. On ne vous dit pas, prenez l'escalier, 30 minutes de sport par jour d'après l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez, puis hop, vous prenez l'escalier parce que ça vous fait plaisir. Et donc ça, c'est peut-être des sciences, aujourd'hui, des sciences humaines qu'on oublie beaucoup dans notre monde de technologie, et qui, si elles étaient mises, si on travaillait, et moi c'est ce que je fais maintenant, j'ai plusieurs personnes, sciences humaines, qui travaillent dans ce domaine-là, pour essayer d'intégrer le facteur humain dans les bâtiments. Voilà, donc je conclus. La qualité de l'air, c'est un axe de progrès pour la santé. Vous l'aurez compris que ça a un effet démontré sur le bien-être, sur l'apprentissage, sur l'élimination du taux d'absentéisme. C'est une priorité des pouvoirs publics. Alors même si, quand on est passionné, on trouve que ça avance pas suffisamment vite, mais il y a beaucoup d'actions en fait, qui ont été mises en place, des plans d'action spécifiques, la formation du public, il y a l'étiquetage des produits, il y a la surveillance des établissements, il y a l'application des professionnels. C'est aussi une source d'innovation et de croissance. Hein. Quand je vous ai parlé des capteurs, des matériaux fonctionnalisés, c'est vraiment un marché qui se développe, qui va se développer, et c'est tant mieux. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment faire cette innovation en confiance et dans la sécurité, pour pas qu'après on perde la confiance justement dans l'innovation et d'attendre 20 ans de récupérer, de pouvoir de nouveau la vendre. Et puis c'est un enjeu bien sûr pour ce bâtiment en pleine mutation énergétique, notamment pour le renouvellement d'air. C'est pas parce qu'on étanchit, on améliore l'enveloppe que tout va mal pour la qualité de l'air. Moi j'entends tellement souvent où on dit les bâtiments performants ils sont moins renouvelés, c'est absolument pas le cas, mais c'est vraiment intégré mentalement et du coup personne s'en inquiète. Mais de fait, il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des critères dès le début. Et puis je terminerai bien sûr sur la planète, parce que
tout est aussi lié, le bâtiment impacte beaucoup sur notre environnement et bien sûr le changement du climat va impacter aussi sur le bâtiment, plus d'inondations, plus de stress climatique, inondations, tempêtes, canicules, qui vont tous jouer sur l'air intérieur, augmentation des émissions, puisque c'est très lié avec la température et l'humidité, il y aura plus de moisissures, il y aura augmentation des pollens, plus de particules terrigènes, etc. Donc pensons bien intégrer de manière holistique et continuons de travailler ensemble pour améliorer tout ça. Je vous remercie. J'ai une question au niveau de la...